si vous vendez quelque chose de premium, le one call close, c'est à complètement bannir. On croit que c'est pendant le call que ça joue. Non, c'est avant en fait. Ring ring. Ring Oui, ring. allô? Allo Jed? Oui, bonjour. Non, t'es vraiment une merde, Jed. On t'a pas catégorisé dans le taco, c'est le kebab indépendant, Jed. Les infopreneurs aujourd'hui, ils sont au courant de tout ça. Faut pas les prendre pour des teubés. Aujourd'hui dans Poivre et Sales, on va parler d'un truc que personne n'a envie d'entendre. Vous ne perdez pas vos deals à cause du marché, vous ne perdez pas non plus à cause du prix, vous le perdez parce que vous pensez savoir vendre. On vous a appris à closer vite, à pousser et à forcer. Résultat, vous tuez systématiquement vos deals bien avant d'arriver au closing. Donc on va parler du one call close qui est vendu aujourd'hui comme le Graal du sales. Quelle est la meilleure manière de vendre? La vraie question, c'est pas forcément comment closer plus, mais la vraie question, ce sera combien de deals vous êtes en train de perdre sans même vous en rendre compte. À la fin de cet épisode, on va passer à la pratique. On va se faire un petit roleplay en live avec Jed et Augustin et on va se démonter entre nous pour comprendre exactement où se perdent les deals. Bienvenue dans Poivre et Sales épisode 10. On est parti. Messieurs, nous y sommes, Poivre et Sales épisode 10, la 10e fois qu'on se réunit tous les trois pour ce Poivre et Sales qui était au départ un projet d'un jour, ça devient le projet d'une année, en tout cas d'un trimestre, de 2 trimestres maintenant pour le moment, peut-être le projet de l'année. Comment vous allez? Pleine forme. Très bien. Très heureux d'être avec vous, messieurs. Très très heureux. Top du Et top. le sujet, il est épicé, croustillant. Moi, j'ai hâte de rentrer direct dans la matière. Ben, on va y rentrer. Déjà, on termine là vite fait un petit trimestre. On aurait été sur n'importe quel autre podcast, on n'en aurait pas parlé. On est le 1er avril, là, quand on est en train de vous parler. C'est compliqué de faire un podcast sur le sales sans parler d'une clôture d'un premier trimestre, mine de rien. Comment ça s'est passé de votre côté? Mazel tov. On a pété les scores pour un lancement d'activité. On a vraiment fait des trucs solides. Vous aussi de votre côté avec le starter pack et sur ce qui est les aides dans la globalité, vous avez fait des trucs top. Donc franchement, on pouvait pas mieux démarrer l'année, je pense, que sur cette partie-là. Hein. Merveilleux, Et oui. ouais, effectivement, 750 000 là sur le trimestre, donc bien cool. On répète les 330 000 là sur le mois de mars de vente, donc on sent que ça commence à changer un peu de dimension. Il y a ces fameux 200 que tu pètes, puis là sur les 12 derniers mois, c'est la 3e fois qu'on passe les 300 000. On avait passé une fois aussi les 400 000. Et tu sens que, mine de rien, c'est quand même pas le même exercice d'un point de vue commercial d'aller chercher les 300 000 versus les 200 000, sachant qu'en plus on a moins de gens à l'intérieur de l'équipe sales. Donc c'est très très stylé et bravo d'ailleurs aux deux loustiques sur l'advisory qui ont tous les deux dépassé les 100K de ventes là sur ce mois et Alessandro pareil qui est autour des 80, donc très très propre. Bravo. Ouais, Ça veut carrément. dire qu'en Même, lice, même à moindre mesure. Hein. Passer du là, on a tapé 120 là sur le mois de mars. J'ai l'impression que passer à 200, Sur Akiro? c'est aussi un. Ouais, sur Akiro là sur Oui. Mars, on est on est à 117, mais on est presque à 120. J'ai l'impression que c'est tellement d'emmerde pour passer à 200 derrière que. Il va surtout y avoir un espèce de tunnel, une vallée de la mort, là, de l'enfer au niveau de la delivery. Et c'est ça surtout qu'il va falloir traiter pour aller taper les 200. Grave. Surtout sur de l'agence, parce que là, on a déjà un bon revenu per capita quand même sur Akiro. Mais on verra. Jed, comment ça s'est passé, toi? trop bien. Moi, j'ai fait mon mois record, mais en février. Magnifique, combien? Mars, Top ça. j'étais en vacances. Ouais, mars, j'étais en vacances, donc forcément, j'ai pas fait de mois record. Mais ouais, très très bien. Mais moi, je découvre aussi que quand tu fais beaucoup de one-to-one, bah, tu es limité à ton temps. Et donc, à la hauteur d'un seul homme, tu peux faire un mois où tu vas aller titiller les 30K et tu te rends compte que c'est une limite humaine, presque indépassable. Ou alors tu factures des montants que le marché n'est pas prêt encore à payer, ou bref, à voir. Mais non, non, trop bien. Et moi, du coup, j'arrive plein de bonnes énergies. J'ai fait des vacances. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc, très content. Et Jules, juste sur ce que tu dis, ça veut dire que tu arrivais à faire un 250 lycées sur le trimestre, quoi. Par mois, en gros. Ouais, en moyenne, ouais. Bah, ça c'est beau. Ça, tu vois, quand on parlait, ceux qui ont suivi le podcast ont suivi que janvier, tu sais, il y avait le sujet de est-ce que c'est un peu moins bien, est-ce que c'est un peu truc. Ça veut dire que tu as réussi à quand même compenser le janvier un peu plus dur, quoi. Ouais, on grimpe janvier, février, mars, on grimpe au fur et à mesure. Mais là, on attaque un peu le trimestre bête noire. Là, le T2, il est toujours un peu bâtard. Donc, Le mois de mai, il on est verra. terrible.
Ouais, le mois de mai, il peut être terrible, et en même temps, on avait fait un record historique à l'époque, en tout cas, sans compter les records qu'on a fait après mai. Mais l'année dernière, on a eu un super mois de mai. Après, on s'était peut-être aussi mieux préparé, mais bon, c'est sûr que c'est jonché d'embûches. Messieurs, on passe à l'entrée. Poivre et Sales, entrée, épisode 10. On va s'envoyer sur un débat assez épicé. Le one call close qui est vendu comme le Graal systématiquement, notamment dans le closing. Donc soit tu closes sur l'appel, soit tu repars et t'as plus rien. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Il y en a qui ne jurent absolument que par ça, et j'en ai vu, et qui vont te dire que si tu viens pas récupérer le close directement sur l'appel, le deal est mort. Le one call close, est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Jed, qu'est-ce que t'en penses? Le ça dépend, mon colonel, il est autorisé ou pas? Euh, la réalité, c'est que moi, j'ai travaillé dans une industrie où je bossais avec des restaurants. Donc, ça reste du B2B, même si c'est des restaurateurs, parfois des indépendants et autres. Et là, on a eu du one call close. C'est-à-dire que le produit qu'on vendait était un produit très low ticket. C'était un abonnement pour aider les restaurateurs. Et là, je l'ai vu faire, je l'ai fait moi-même. Et en fait, la promesse était tellement belle, le ROI tellement évident, le mec avait tellement pas beaucoup de temps que ça matchait super bien. Donc, toutes les conditions étaient réunies. Ceci étant dit, les plus belles relations commerciales ne sont jamais venues d'un one call close. C'est-à-dire que trop bien de closer direct. Moi, je l'ai eu fait sur de l'infoprenariat une fois ou deux. Et j'étais même surpris parce que tu sais, le process, c'est souvent on te dit, bon, en R1, on apprend à se connaître et en R2, tac. Et là, le prospect était tellement chaud que du coup, bah, tu as envie, toi, de finir le truc. Et en fait, derrière, ça se passe rarement bien. Donc, même si moi, je suis un amoureux des cycles courts, etc., je pense que c'est pas une bonne idée, ou en tout cas, il faut vraiment que le secteur s'y prête, que le produit s'y prête. Et dès que c'est complexe, dans les grands comptes par le passé, c'était impensable de vendre sur un R1. Même quand tu fais des ESN ou de la presta de consultant, bah, il faut proposer le consultant, il faut le recevoir en entretien, il faut lui faire faire un test technique. Bref, pour voir la compatibilité entre une offre et son prospect, je trouve qu'il faut plus que 25 ou 30 minutes en visio. Et, petite précision pour ceux qui parlent très peu espagnol, one call close, c'est un closing en un appel, comme son nom Oui, c'est l'indique. vrai. Donc one call close, en gros, c'est est-ce qu'on récupère la vente, c'est la première fois qu'on se voit, et à la fin de cet appel-là, qui peut durer 30 minutes, une heure, peu importe, on vient directement closer. C'est quelque chose notamment qu'on a beaucoup vu dans l'infoprenariat et dans le monde du closing de manière générale. D'où le terme aussi de close. Alors là, tu nous parles effectivement des longues relations qui vont naître sur du plus long. Est-ce que aussi c'est toujours rentable, tu vois, si on fait l'avocat du diable, en fonction du produit que tu vas vendre? Si tu vends, je sais pas, un truc à 50 balles, un truc à 100 balles, est-ce que Ouais. c'est rentable finalement d'aller Non. faire deux appels de vente et d'avoir des process, et auquel cas il y a peut-être des process de vente qui vont fitter aussi, non pas que à un process et à une maximisation du taux de closing, mais tout simplement à une rentabilité qui fait que si tu as un sales qui passe ne serait-ce que 2 heures par client, et donc deux rendez-vous, eh ben c'est mort quoi, ça sert à rien. C'est intéressant que tu dises ça parce que on avait à l'époque, on avait fait une équation, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais nous on vendait un produit à 250 euros unitaire par mois. Donc tu vois, à l'année ça faisait 3000 d'ARR, 2500 de MRR, 2500, 3000 d'ARR selon le nombre de restaurants. Et en fait on se rendait compte d'une chose, c'est que quand le commercial mettait, parce que nous le commercial il délivrait aussi la valeur derrière, tu sais, c'est des technico-commerciaux comme on dirait à Ouais. l'époque. Et en fait on disait que si tu allais au troisième échange, fallait dire basta. Parce qu'en fait, c'était une énergie que tu mettais pas ailleurs. Le client, il allait être super relou, hyper compliqué dans les attentes. Et il y a des produits qui sont faciles à comprendre aussi. Tu sais, il y a des produits ultra complexes à vendre. Nous, on était là, on leur disait, tu nous délègues la gestion de tes plateformes de livraison et on te fait gagner de l'argent. Je veux dire, la proposition, elle est ultra claire, ultra facile. Dès que tu rentres dans des trucs complexes, voilà. Sur les infopreneurs, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, toi c'était troisième échange, il faut dire basta. Nous, en fait, on disait, tu fais le cold call, et le Ouais, cold call, s'il devait durer 20 minutes, on l'acceptait. ok. Tu sais, et donc le R0 devenait presque un R1, tu Hmm. vois. Et donc derrière, moi, à l'époque, j'ai pris des ribs et des cabis sur mes cold calls.
Alors, Tu de vois? la même manière, si c'est la troisième fois que vous écoutez Poivre et Sales et que vous avez toujours pas mis de like, pas de commentaire et que vous êtes toujours pas abonné, faut dire basta à l'épisode parce que vous le ferez jamais. Et donc, vous êtes plus dans la cible, vous êtes plus dans la communauté du poivre, ni du sales d'ailleurs. Donc, pensez à cliquer, à vous abonner directement sur la chaîne. Le dernier épisode, on a eu plein de commentaires, donc c'était très cool. Vous nous avez fait de super retours. Il y en a aussi qui nous envoient l'épisode parfois. Ou une photo d'eux en train de regarder et de caster l'épisode sur la télé. Ça nous fait plaisir à chaque fois quand vous nous envoyez en message privé tous ces éléments-là. Donc c'est très cool. Si vous voulez nous écouter n'importe où, rigoler pendant que vous êtes en train de manger, si vous avez de la voiture ou quoi que ce soit, il va y avoir les ponts, là, il va y avoir un peu de temps les week-ends. N'hésitez pas, on est sur toutes les plateformes de streaming, donc pas que sur YouTube si vous n'avez pas forcément envie de voir nos têtes. Et puis voilà. Et donc Jed, c'est intéressant ce que tu nous racontes. Alors, choper le rib quand même sur du call, c'est chaud, hein. Je sais, mais moi je l'ai eu beaucoup fait dans le sens où après ça allait super bien avec la clientèle que je ciblais. J'appelais des restaurateurs, on commençait à être un peu famous sur le marché. Donc quand t'appelles, t'es pas si cold que ça parce que les restaurateurs te connaissent, ils savent ce que tu fais. Et en fait, nous il y avait, quand je te dis sur le call, c'est pas un appel de 1 minute 30, mais Mm. c'était un cold call qui dérivait en 25 minutes d'échange. Les restaurateurs, Google Meet, etc., moi je leur parlais très peu là-dessus. Tu sais. Ouais. Et vous pouvez croire que je parlais à des tacos et des kebabs indépendants. Non, 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 non. Des gens qui avaient des multi-franchisés KFC, c'était appelle-moi sur WhatsApp. Tu vois? On t'a pas dit ça, on t'a pas catégorisé dans le taco, c'est le kebab indépendant, Jed. Non, mais Arrête le de te falafel, gâcher comme ça, d'épisode en épisode, tu te gâches, tu te fous en l'air tout non. seul, tu te Vous êtes- vous sabotes. êtes- T'as un potentiel monstre, hein, Jed. Hein. Vraiment, non, T'as mais un Ah, potentiel monstre et tu te T'es ton- sabotes, tu viens te couper les t'es câbles ton là. pire comme ça. ennemi. T'es ton pire ennemi. Tu te tires une balle dans le pied, c'est plus qu'une balle, c'est une bombe nucléaire ce que tu fais là. C'est pas bien. Merci David Laroche, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. ces Serge, conseils. Serge Lapierre. Serge Ah, Lapierre. pas mal, pas mal, pas mal. Jean-Michel Gravier. Non mais bref, tout ça pour revenir sur le closing. Moi je pense une chose, c'est que le one call close, donc closer en un appel, il faut que le contexte soit ultra favorable, auquel cas vous allez démonter votre relation commerciale. Et j'ai même envie de dire une certaine chose, c'est que si vous vendez quelque chose de premium, le one call close, c'est à complètement bannir. Parce que une attitude premium, un service premium, il commence dès le cold call, dès le R1, dès le R2. Et si ça s'enchaîne trop vite, que c'est pas quali, très compliqué par la suite d'avoir une image premium. Automatiquement, à partir du moment où tu fais tout sur un seul appel, il n'y a pas la situation où le prospect va retourner dans son quotidien, où effectivement, étant donné que tu l'as fait générer ses problèmes et tu as mis le doigt justement sur des douleurs, il va pas retourner dans son quotidien, à son poste, avec ses équipes, et il va pas voir concrètement, ah putain, c'est vrai que je suis dans cette situation, j'ai envie de changer, j'ai envie que Jules, Jed, quand je le vois en fin de semaine, il va me présenter concrètement la solution. Et faire tout sur un seul appel, forcément, donc déjà, tu n'as pas cette situation, premièrement. Deuxièmement, ça vient décrédibiliser également l'offre que tu vas faire, parce que tu as l'impression que c'est un produit sur étagère et que parfois tu as forcément besoin de retourner toi de ton côté pour voir comment tu peux articuler la proposition commerciale et lui proposer tout de suite en un claquement de doigts, ça fait vraiment ah bah tiens, nous ça fait vraiment une proposition générique. Alors que pour moi le but du rendez-vous de découverte, c'est justement par rapport à tout ce que tu m'as dit, je vais retourner dans mon quotidien, je vais voir concrètement moi en tant que commercial, je peux t'articuler une offre personnalisée pour que quand je te la présente en fin de semaine, ça soit concrètement par rapport à ce que tu m'as dit. Et le problème c'est que si tu fais ta découverte et t'enchaînes tout de suite derrière sur ta proposition, en fait ça fait vraiment dire ah ouais bah en fait le gars tout ce que je lui ai dit entre guillemets avant, ça sert un petit peu à rien. Donc sur du low ticket, évidemment que tu peux faire du one call close et surtout il faut le faire parce que derrière si tu commences à tomber sur 3-4 rendez-vous, c'est là où du coup ta rentabilité par commercial, elle commence vraiment à s'écrouler, ça c'est évident. 3 échanges, ce que tu disais tout à l'heure Jed, effectivement ça commence à faire beaucoup et surtout je trouve qu'au-dessus du 3e rendez-vous, c'est là où limite on se regarde un petit peu en chien de faïence, désolé pour Ça tourne en l'expression rond. mais ouais, ça tourne en rond. Limite, là, on se pose des questions. En mode, ouais, mais après, c'est le tarif, nanana. Et en fait, à la fin, la température, justement, le scoring, entre guillemets, du prospect, c'est là où il commence à s'effondrer. T'es plus sur, ok, quand est-ce qu'on avance? Là, c'est, ouais, bah, de toute façon, on s'en reparle dans un mois, puis après, il t'en reparle encore dans un mois, et ainsi de suite. Et en fait, il n'y a plus aucun sentiment d'urgence qui pourrait être créé, justement, avant. Est-ce que ceux qui font du one call close,
c'est pas des gens aussi qui parfois manquent de process, de follow-up. C'est-à-dire que ils sont pas sereins à laisser le prospect parce que ils savent pas gérer l'après, ils savent pas gérer la sortie, ils savent pas gérer le follow-up, ils ont pas assez de process à ce niveau-là et ainsi de suite pour aller nurturer le prospect. Et peut-être que c'est aussi des gens qui sont biberonnés avec une quantité telle de calls qui se disent de toute façon ça se fait pas sur ce call, je passe au call d'après. Après, pour faire aussi un peu l'avocat du diable quand même, il y a je pense à tous les commerciaux qui sont en B2C et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où quand tu laisses repartir le prospect dans la nature, ça va être très très compliqué d'aller le récupérer. Et donc, si tu viens pas atteindre ce pic émotionnel là quand tu l'as sur l'appel et que tu viens pas récupérer un paiement, un truc, un engagement, une signature, quelque chose qui vraiment va amener la personne vers le closing, ça va être très 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 compliqué. Et derrière, on sait qu'on va aller se faire ghoster. Et donc, c'est toute la problématique. Par contre, ceux qui ont voix du one call close aussi, moi ce que j'ai énormément vu, c'est qu'il y a un taux de déclose derrière qui est bien plus élevé que quelqu'un qui a laissé le temps à la personne sur plusieurs appels de prendre le temps de réfléchir à sa décision, voire même à faire maturer, à découper comme tu disais pour avoir une expérience qui va être plus personnalisée, même si ça n'est que dans l'effet de l'expérience personnalisée, parce que la proposition va être exactement la même, on va pouvoir greffer justement cette adaptation-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de déclose sur une décision qui va être réfléchie. Et je pense que les prospects sont de plus en plus éduqués, plus on avance et plus on voit un marché qui est éduqué. Et donc le one call close, en fait, fonctionne de moins en moins, parce que aussi on voit arriver ces espèces de stratégies qui viennent créer presque de la réactance, en fait, au niveau du prospect, parce que pushy, parce qu'on vient chercher, parce qu'on vient gratter. Et donc, ça marche sur certains profils, mais il y en a beaucoup sur lesquels ça fonctionne absolument pas. Jed, tu voulais intervenir? Je vais intervenir avant parce que ici c'est l'anarchie, on fait ce qu'on veut. Et ça, par rapport à ça, curieusement, c'est là où aussi. J'adore ton attitude. J'adore ton attitude. Merci. Ouais, merci. Change rien, t'es super. Ouais. Fut un temps et on a glorifié aussi le call où c'était non pas un one call close, parce que tous les call où tu prends un rendez-vous, c'est un one call close, forcément, ça c'est évident. Mais on a glorifié limite le one sentence close en une seule phrase. Oh, c'est beau ça, la note coco. En une seule phrase, j'ai réussi justement à prendre un rendez-vous auprès de mon prospect. Problème, on se rend compte aussi que là, c'est pas un taux de déclose, c'est un taux de no-show. Jean-Bernard qui dit: oh putain, c'est trop bien, regarde le mec, en 30 secondes, j'ai réussi à prendre un rendez-vous au téléphone et derrière, le rendez-vous est booké, mais tu peux être certain que dans 90% du temps, ça va être un no-show. Par contre, quand effectivement tu passes un petit peu plus de temps, que ce soit en call de vente ou en call justement en call de prospection, curieusement, tu te rends compte que la finalité que tu veux derrière, tu as moins de déclose, tu as moins de no-show. Donc c'est surtout une notion de, il faut passer du temps avec le prospect pour qu'il puisse te faire plus confiance et que toi, de ton côté, tu puisses récolter plus d'infos pour être encore plus sharp dans ce que tu vas lui proposer derrière. Que ce soit un rendez-vous, que ce soit une proposition commerciale. Jean-Jed. Ouais, merci Jean-Jules. Et en fait, il y a aussi une réalité, c'est que les infopreneurs aujourd'hui, ils sont au courant de tout ça. Tu sais, faut pas les prendre pour des teubés. Euh, Moi, je les vois, et j'interviens dans des écosystèmes là d'infopreneurs, et les sales viennent me demander conseil, ils viennent échanger. Et la réalité, c'est que ils disent pas ah, je veux le closer sur le R1. Ils se mettent, Jules, à copier le modèle B2B. Tu sais, le fameux R1, R2, je te développe pas trop ce que je fais dans le R1, j'apprends plus à te connaître, etc. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Et là, je reprends un peu ton argument du manque de process pour le follow-up. Vu qu'il y a un manque d'éducation à ce qu'est un vrai process commercial, et ben en fait, le R1 et le R2 que je vois moi aujourd'hui, la semaine dernière, là, j'ai fait des réécoutes de call d'équipe sales en infopreneur. Le R1, il sert strictement à rien parce que le mec, il récite, tu sais, sa liste de questions sans vraiment être dans l'écoute du gars. Et vu qu'on lui a dit qu'il fallait un R1 et un R2, bah, ça devient un peu factice. Et je trouve juste qu'en fait, que ce soit pour le follow-up, pour le nurturing ou pour le process de manière générale, si t'as pas été bien éduqué et que t'as pas même la matière, parce qu'en fait, tu disais faire du follow-up, au-delà de juste Hello Bernard, on est toujours vivant. Tu sais, il y a le côté est-ce que j'ai de la doc à lui envoyer, un use case à lui partager, un truc, bref. Je pense, moi, qu'il y a un problème d'éducation du process commercial dans son entièreté. Parce que là, les gens arrêtent de vouloir faire du one call close, hein. Les meilleurs infopreneurs français là, en ce moment du marché, ils font R1, R2 et call de go no go, tu vois. Il y a un truc Et qui on sait, fonctionne très bien aussi. sachant qu'on sait tous, c'est que là, le R1 et le R2, le R3, qu'importe, les rendez-vous commerciaux, c'est la face visible de l'iceberg. Ce qui va vraiment faire l'iceberg,
on l'embrasse. Ce qui va vraiment faire justement, ouais, elle est belle celle-là. Ce qui va vraiment faire le taf d'erreur de rigueur commerciale, c'est tous ces à côté, c'est ce que tu es en train de mentionner. C'est bah tiens Fabien, j'ai pensé à toi en attendant notre rendez-vous de vendredi, tiens je te shoot ça. Ah bah tiens Fabien, toutes ces tafs de relance que tu vas faire derrière, pour le coup ça c'est le taf. Tiens Fabien, Ça, c'est j'étais le taf. sous la douche et j'ai pensé à toi. À éviter ça, j'aime trop. en phrase de À, follow-up. à éviter parce que voilà, Ça dépend toujours de quand il y a Fabien. Ça dépend du Fabien. mood du rendez-vous commercial. Mais c'est tout ce taf ingrat qui fait que tu dois le mettre dans ton process commercial. Mais là aujourd'hui, à partir du moment où une boîte ou un entrepreneur crée son process commercial, il va dire rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous 3. Et il incorpore pas tous ces à côté justement. Il y a quand même un truc là dont on n'a pas parlé. C'est quel a été le marketing avant. Parce que Merde, Si- Jules, c'est ce que je voulais dire. quand on veut se taper un R1 et un R2, si tu veux faire du one call close sur quelqu'un qui sort de nulle part, qui est même pas conscient de ta boîte, de son problème, de ce qui se passe et ainsi de suite, c'est sûr que plus ton marketing est merdique et plus tu vas avoir de temps commercial pour ramer et rattraper tout ce que le marketing n'a pas fait avant. C'est sûr que quand le mec est déjà pitché, il a déjà le prix, il sort d'un 5-day challenge, il a toutes les objections qui ont été défoncées en live pendant 5 jours et qu'il a passé 10 heures dans la semaine déjà avec Jean et Jody ou Vincent et Big du Big Deal ou je sais pas qui directement sur l'appel. C'est sûr que le mec, Mais c'est même pas, quand on il peut arrive même pas sur le considérer l'appel, comme un il one est, call close. il est presque en mode. Non, mais sur la Ouais, partie là, t'es commerciale, caissier. sur T'es la pas vendeur, partie t'es commerciale, caissier. c'est un one call close. Parce Oui. qu'il arrive, est-ce qu'il reste encore des places? Est-ce que je peux rentrer dans l'accompagnement? Donc la posture est complètement différente. Ce qui fonctionne bien quand même, sans que ce soit... Alors ça peut être du one call close, c'est la personne à booker par exemple, et vous allez avoir, et nous on le fait pas mal en ce moment, vous allez avoir un setter qui va rappeler le rendez-vous qui a été booké pour venir préqualifier la personne. Donc déjà, s'assurer que la personne est préqualifiée. Faire en sorte que le deuxième échange ne soit plus le premier échange. Donc, on a déjà eu une espèce de micro-phase de découverte où on a déjà des premiers éléments. Et donc, ça te permet de skipper une phase de découverte qui prend un temps forcément en amont et qui fait que tu peux pas avoir de call à rallonge. Et donc, ça va être problématique. Le problème des one call close, quand on vient tenter de le faire alors qu'il n'y a pas eu de marketing, il n'y a pas eu de setting, il n'y a pas eu de qualification avant, c'est plus le call dure. Et ça, je le vois à chaque fois, moins il y a de chances qu'il y ait de closing à partir d'un certain temps. Pourquoi? Parce que plus le call dure, plus il y a d'informations, plus c'est brouillon dans la tête de la personne et plus il y a cette sensation de attends, écoute, là je suis lessivé, je suis KO, il faut que je me pose, envoie-moi une doc, envoie-moi un truc, il faut que je me pose et je vais revenir vers toi. Et donc on est dans un Combien espèce de... de temps, Jules? Le chrono que tu dirais, Une peut-être heure. pour vous ou autre? Une heure, il faut décrocher, il Ah, faudrait moi, je viser... pense que c'est même déjà trop long. C'est même Non, mais avant. moi j'aurais dit oui, mais parce que si tu vends un truc qui est sur étagère, si tu vends un truc Ouais. sur étagère en mode par exemple on fait de la prospection, voilà le nombre de demi-journées et que la roadmap ne bouge pas, oui. Si tu vends quelque chose où tu as une co-création de roadmap et où donc on vient presque avoir un call qui sert à revalider les enjeux, à recréer une espèce de roadmap qu'on vient se valider entre nous, projeter la personne, traitement d'objections et ainsi de suite. Attention, hein, il y a tout à l'intérieur. Le pitch, l'annonce du prix, etc. Une heure, voilà, c'est bien. L'idéal est de viser un peu moins, en 45 minutes. On considère que si tu n'arrives pas à vendre ce que tu as à vendre en 45 minutes, c'est peut-être que tu ne sais pas vendre. Derrière, tu as aussi des prospects qui ont besoin et qui ont envie, sur un marché francophone, d'avoir beaucoup d'informations, de tout savoir, de savoir à quel endroit on va faire ça, quand on va faire ça, combien d'heures on va se voir, qui on va voir et ainsi de suite. Ça arrive, donc ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des profils qu'on va avoir en face et de si on a tout le monde, si on n'est que 2 dans l'appel ou s'il y a aussi 3 personnes, 2 décideurs dans l'appel qui vont discuter entre eux, qui vont te Ouais, poser le différentes questions. contexte commercial du truc, quoi. Voilà, mais j'ai vu des calls en B2C de personnes notamment qui m'envoyaient des calls dans des recrutements où je demande toujours t'as pas des replays de tes appels et ainsi de suite, des 2h30, des 3 heures parfois en appel. Attention, il faut le diluer aussi, c'est des appels avec des personnes qui vont faire peut-être le plus gros investissement de leur vie et qui sont littéralement en train de changer de métier et qui ont 2 enfants et ainsi de suite. Donc 2h30, nous, commercialement, ça nous paraît énorme par rapport au débit qu'on peut avoir en B2B et ainsi de suite. Pour la décision que la personne, en réalité, est en train de prendre, c'est pas non plus une dinguerie absolue de prendre 2h30 à parler avec quelqu'un
pour être sûr de son choix avant de changer éventuellement de vie, quoi. Mais là, tu distingues deux choses. C'est nous, ce qu'on a beaucoup vu en B2B, que ce soit sur Scalesia ou sur moi dans la restauration avant, c'est de la vente transactionnelle. Là, toi, ce dont tu parles en B2C, c'est la vente transformationnelle. Mhm. Et le starter pack, c'est un peu ça. Tu sais, tu transformes enfin, la vie, Le le starter statut. pack, l'advisory, c'est pareil. Akiro, c'est pareil. C'est pas pareil, il y a un service à Kiro. Tu vois, c'est Mais pas. tu le vends comme une transformation de ton pôle. La manière, la vente transformationnelle, pour moi, c'est plus une manière de vendre un avant-après et donc une transformation. Après, la transformation, elle a des degrés, elle a une intensité. Forcément, si ça touche un individu, bah, ça va être énorme parce que c'est toute sa life. Mais ça peut Oui, mais très dans ce bien cas-là, toucher un tout est pôle. transformationnel. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Enfin, je veux dire, pour de moi, leur cacher un Ouais. truc. pour Ouais, moi, mais. transformationnel, c'est un type de transaction. Exemple tout bête, j'ai fait de la VR thérapeutique, des casques de VR qui étaient couplés à des logiciels en fonction d'Alzheimer, Parkinson, trisomie 21, etc. Nous, on vendait une situation derrière. On vendait une transformation de l'EHPAD, du MAS, enfin de la maison d'accueil spécialisée, de l'IME, je vous envoie des termes, mais c'est des catégories de maisons d'accueil. On vendait une transformation de l'établissement de santé. On vendait une transformation de la patientèle. Des résidents de l'établissement. On vendait pas, tu vois, même si pour le coup c'était un objet physique, tu vois, avec des Ouais, logiciels. non, mais ça, c'est par définition. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu vends à du B2C et que tu vends à Jean-Bernard qui doit poser 4, 5, 6, 7, 8 000 euros pour, je sais pas moi, la dernière formation e-commerce ou le dernier truc qui va changer sa vie, ben, le gars, comment dire, les enjeux sont pas les mêmes. Et moi, enfin, je vais même dire quasiment jamais, parce que sur le dernier truc que j'avais fait, là, TGIM, moi, j'avais eu un mec que j'avais eu en one call close, et c'est Jules qui a raison, parce que le gars, il a demandé à être refund, donc à être remboursé, après avoir rejoint le truc, tu vois, de une semaine. Tu vois? Parce que quand on dit que les gens veulent être remboursés ou veulent revenir, c'est pas 8 mois après avoir démarré le truc. C'est juste, ah Oui, putain, oui, j'ai pris non, une décision c'est proactive. avant que ça Euh, démarre. ouais, c'est ça, un petit peu. Mais putain, sujet intéressant quand même. Bon, et on va peut-être passer au plat là. Qu'est-ce qui fait déjà que on n'arrive pas à faire des one call close? C'est-à-dire quels sont les éléments qui peuvent manquer à l'intérieur d'un one call close? Ça c'est la première des questions. Et derrière, comment on fait si on n'a pas réussi à closer sur le premier appel? Qu'est-ce qui fait et comment on fait pour pouvoir aller récupérer la personne? Qui veut s'envoyer sur déjà les raisons? Qu'est-ce qui fait en général que le one call close se fait pas et qu'il va manquer des points justement sur ce premier appel et qui fait qu'on n'arrive pas finalement à closer sur le premier appel? On passe au plat poivre et sales. Let's go. Surtout qu'on va avoir beaucoup à dire là-dessus. Premièrement, il y a la partie de la découverte qui a pas été, qui a pas été assez poussée et une quantification des points de douleur qui n'a pas été suffisante. C'est-à-dire que moi je dis toujours que sur le taf de découverte, c'est bien de capter qu'effectivement ton prospect il a mal à l'angle. Essaye de comprendre si sa douleur à l'angle elle lui empêche pas d'utiliser sa main dans la globalité. Ce qui fait comme il n'utilise pas sa main, il n'a pas une tendinite à l'épaule vu qu'il utilise beaucoup plus justement son épaule gauche. Et ça c'est un truc que je vois très souvent, c'est on vient s'engouffrer dans une seule douleur qui est partagée par le prospect. On dire bah tiens oui effectivement j'ai cette situation là. Ok parfait, bah nous par rapport à cette situation là, et ben on a ça. En fait on vient tout de suite uniquement isoler un seul point de douleur, le prendre et partager une feature, ce qui est associé derrière, une feature, un truc de notre service, qu'importe. Donc pour moi, je dirais le premier point, c'est de pas aller jusqu'au bout de la découverte et de se conforter. Chaque fois je dis conforter, mais c'est de se conforter à partir du moment où on voit qu'on a une verticale sur laquelle nous on peut répondre, c'est de rester là-dessus. Moi, je dirais l'urgence, hein. Le plus gros point Mhm. pour moi qui manque souvent, c'est l'urgence. Donc, effectivement, l'intensification du problème, mais derrière, vraiment, ce coup-là d'inaction, parce que ce qui fait qu'on pourrait closer en un appel ou closer éventuellement plus tard, c'est que la personne, elle a envie de changer ce truc-là maintenant, elle a envie de passer à l'action maintenant, elle a envie de l'acheter maintenant. Il te manque quelque chose là, de manière instantanée. Il te manque un truc et tu peux pas repartir de cet appel-là sans avoir réglé ce problème-là. Et pour moi, un des plus gros points, ça va quand même être l'urgence et le timing qui est très peu baqué finalement dans ces appels-là. Effectivement, problème, on vient chercher un petit peu le problème de surface. Parfois, bon, on a un brin d'émotion, mais
parce que le prospect est plutôt bavard et qui nous a dit que ça le stressait, mais surtout on va pas venir creuser, hein. On t'a dit que ça stressait, mais on va pas du tout essayer de creuser là-dessus et donc de tirer cette corde sensible. Et donc derrière, ben, si t'as pas ce problème-là qui est bien créé, tu peux pas aller le relier à une urgence, tu peux pas mettre en fait des éléments par-dessus. Et ça, c'est quasiment impossible, honnêtement, de faire du one call close avec ça, quoi. Ce qui vient appuyer aussi avec le décisionnaire qui est associé derrière à la prise de décision. Et ça, pour le coup, c'est certes, effectivement, il y a le sentiment d'urgence et le budget qui est validé derrière, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, est-ce que j'ai bien la bonne personne en face de moi? Est-ce que dans le cycle de décision, c'est la seule personne ou est-ce qu'il doit mettre quelqu'un d'autre dans la boucle? Mais ça, à la rigueur, c'est de la logistique et c'est pas la faute du sales. Si dès le R1, il n'a pas tous les décisionnaires, il sera bloqué logistiquement, peu importe le tour de passe-passe, le machin Ah, de... donc là, ta question de pourquoi effectivement on n'a pas pu faire un one call close, c'est uniquement de la faute du sales, c'est pas. Pas forcément. Mais Ok, voilà, c'est pour ça du coup. effectivement, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, c'est logistique. C'est-à-dire que bon, ben là, malheureusement, t'es bloqué, la bagnole, elle passe pas dans la rue, tu vois, c'est pas possible. T'es bloqué, ça passe pas, c'est logistique, c'est comme ça. Tu pourras le récupérer sur la fois d'après, mais tu pourras pas closer, ça va être très compliqué. Ou alors, mais bon, ça je recommande pas toujours, c'est d'aller closer le premier décisionnaire en fait sur le truc, lui demander un premier engagement à ce décisionnaire-là pour venir engager le deuxième. Ça se fait beaucoup, on voit dans mari, conjoint et ainsi de suite, de dire bah écoute, peut-être que toi quand tu vas aller voir justement ton conjoint, ta conjointe, ton associé ou quoi, tu seras beaucoup plus convaincu si tu as déjà mis une empreinte de carte et au pire je te rembourse ou tu as déjà signé le contrat et au pire on annule ça. Mais en gros, tu as déjà mis une première intention et dans ces cas-là, on va convaincre la personne à deux. Moi, c'est pas des méthodes et c'est pas des approches que j'aime bien, mais c'est des choses que j'ai déjà vues qui permettent de débloquer des situations logistiques quand vraiment on a envie de faire la clé de bras qui va bien, quoi. Il y a un juste milieu avec ça sur cet ancrage qui peut certes être financier et pour le coup ça fait mettre un peu le couteau sous la gorge et je suis pas forcément fan, mais par exemple si c'est un accompagnement, ce qui peut être fait c'est bah tiens, là pour le coup si toi de ton côté tu penses qu'effectivement ton conjoint, ton mari etc, ça va être oui t'as juste besoin de valider nanana, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut déjà bloquer la date du kick-off, la date de l'engagement du welcome call qu'importe, et là tu vois c'est pas tant de l'administratif, c'est pas tant de déposer son empreinte bancaire, c'est plutôt ah bah tiens quand lui il va les recouper derrière avec son conjoint ou sa partenaire, bah là tu vois j'ai déjà pu bloquer une date, je pourrais déjà commencer dès la semaine prochaine avec eux et c'est moins engageant que d'avoir signé le contrat, d'avoir signé le truc, tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un bon juste milieu plutôt que de tout de suite de valider la partie financière. Ouais. Jed, qui a réussi à Ouais. brancher son ordi Après une heure et demie, putain. après une heure et demie de recherche de chargeur, de rallonge. J'ai mobilisé toutes les forces du SWAT. Et Magnifique. c'est bon, c'est good. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. De toute façon, comment ne pas l'être? Par contre, il y a un élément qui de plus en plus me frappe, c'est que C'est ma on femme. croit que le closing, c'est... Personne me frappe. Euh, On croit que tout se joue sur le closing. Moi, un truc qui m'énerve de plus en plus, c'est que on a l'impression que le closing, c'est un moment donné dans lequel il y a quelqu'un qui vient, il y a un arbitre qui appuie sur un chrono et qui dit, bim, ça y est, c'est l'heure du closing. Et donc, ça, je disais dans Friends, on dirait que j'étais dans Friends. Ouais, j'ai découvert un nouveau bouton là Ouais, ouais, sur Riverside. ouais. Il y a un bouton aussi qui te mute si jamais tu cherches. Si jamais tu cherches. Non mais tout ça, je vous le disais dans le sens que euh, pour moi le problème c'est le lead qualifié en soi. Et le sales il a pas fait le taf en amont. Trop souvent tu te retrouves à dire ah j'ai 9 meetings cette semaine, j'ai 10 meetings cette semaine, mais en vrai c'est pas des leads qualifiés suffisamment. Quand tu parlais tout à l'heure du setter qui vient réchauffer le lead, qui vient s'assurer un peu plus qu'il est là, pour moi il vient de là le vrai problème dans le fait de pas pouvoir one call close. Parce que on croit que c'est pendant le call que ça se joue. Non, c'est avant en fait. C'est est-ce qu'il a été passé à la machine à laver de la VSL, du marketing, et donc le gars il arrive, il est suffisamment chaud. Et donc ça peut aussi être le travail du sales, tu vois, de jouer sur ce qui s'est passé avant. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de sales aussi quand ils récupèrent le taf de SDR. Donc admettons qu'il y a des gens qui soient là pour la prospection, qui prennent des rendez-vous, ils se pointent derrière au rendez-vous, ils font pas suffisamment le taf d'aller écouter ce qui s'est passé avant, de se renseigner. Et ça, quand tu as une segmentation dans le cycle de vente, ça pêche énormément pour réduire le time to decision de ton prospect. Donc être hyper au fait de ce qui se passe avant. Et donc ce serait quoi là vos
vos Tips. approches, les choses que, ouais, vos tips, si on devait avoir un truc à prendre justement pour pouvoir améliorer, réduire le cycle de vente, parce que on a bien compris que le one call close c'était un peu le Graal, à la fois un Graal et à la fois une lubie finalement de se dire que tout le monde peut faire en one call close, mais la philosophie, le one call close c'est un grand mot pour dire comment on réduit finalement le cycle de vente au maximum et comment on fait en sorte de ne pas se retrouver avec 10 heures d'appel, 40 rendez-vous et ainsi de suite. C'est quoi là pour les personnes qui nous écoutent les trucs, vous, que vous iriez mettre en place absolument quand on est commercial, quand on est directeur commercial, quand on est entrepreneur, entrepreneuse, pour réduire ce putain de cycle de vente? Je peux, Gus? Non. Euh, alors, si on doit parler du canal d'acquisition, qui est moi Cold celui call. que je connais le mieux, le cold call, et derrière du reste, à mon sens, tout se joue sur le fameux R0 et le R1. Pour moi, les sales sont pas assez bons dans la prise de rendez-vous. Nous, on s'est rendu compte ces derniers mois en bossant avec Gus que plus le rendez-vous plus la prise de rendez-vous était qualitative, plus derrière il allait se passer des bonnes choses, plus ça allait être pertinent. Donc j'ai envie que tous les sales et les directeurs co arrêtent de croire que tu peux acheter des leads à la volée là comme ça qui tombent du ciel, juste des noms dans ton agenda, des trucs qui ont popé, parce qu'en fait c'est pas encore un lead en français, c'est une opportunité. Et pour moi, un mec devient une opportunité parfois uniquement après le R1. En Et ça c'est anglais, problématique. en anglais, c'est une ville en Angleterre. Leads, Leeds. elle est Ah, bien, Leeds. elle est bien. Elle Ouais, est belle, hein. ouais. Bon, elle est belle, c'est une ville en Angleterre, donc il pleut tout Une le ville temps. comme une autre, ça fait un peu beaucoup pour Ouais. Leeds. Mais donc pour moi, le vrai souci, il réside dans la capacité à ce que les commerciaux arrivent à aller choper les bons clients. Et donc, dans la phase en amont. Et pareil, une phase de découverte, je trouve que les phases de découverte aujourd'hui qu'on enseigne aux sales, elles sont pétées. Dans le sens où, tu disais, les gens vont pas vraiment gratter l'émotion. Bah, en fait, c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, ah oui, c'est important pour moi. Oui, mais à quel point c'est important? Qu'est-ce que ça va venir changer dans ton quotidien? C'est quoi? C'est ta famille, c'est ta lubie, tu as envie d'être perçu comme ça? Je veux dire, à un moment donné, il y a plein de choses qui sont faisables et jouables. Donc, viens faire les choses avec le cœur. Exactement, Bref, voilà. Effectivement, t'as les les phases de infos. découverte sont pétées et tout le monde vient regarder. Premier truc que les gens viennent travailler, c'est oui, alors on va travailler les objections, etc. Mais pourquoi vous Ouais, travaillez les objections? Parce que les phases de découverte, elles sont rincées. Et comme Et ça du pue coup, du vous cul. mangez des objections dans les chicots. Ouais. Et ben du coup, derrière, vous êtes dans du curatif et pas dans du préventif. Mais quand vous aurez Mais en compris fait, que la vente, c'est du préventif et pas du curatif, que c'est plus simple de faire du sport plutôt que d'aller acheter des médicaments, eh ben ce sera bien pour être en bonne santé. Et ça, quand cette philosophie, quand vous l'aurez intégrée, ce sera nettement mieux. s'il y a Gus, bien une chose ouais, s'il y a bien une chose à retenir, et t'as pas assez insisté là-dessus, Jed, et pour le coup, c'est t'as limite, s'il y a raison. une chose à retenir. Défonce-le, il a pas Voilà. assez insisté là-dessus. Non, t'es vraiment une merde, Jed. Mais c'est pour paraphraser ce qu'il disait tout à l'heure, c'est d'arrêter de voir une vision segmentée de votre cycle de vente et de se dire, ok, là je suis en call, mon but c'est de prendre un rendez-vous. Là je vais passer à la phase de découverte, je vais faire un interrogatoire de police qui va pas être personnalisé. L'idée, là ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est absolument pas vous devez, c'est surtout vous avez la possibilité là aujourd'hui dans vos échanges, ne serait-ce que quand vous passez un petit coup de fil avant le rendez-vous découverte, parce que c'est effectivement le rendez-vous est booké, parce que c'est le mec qui l'a pris sur le formulaire, ou parce que c'est vous qui avez déclenché le rendez-vous, parce que c'était un call, vous avez là aujourd'hui cette possibilité de récolter de l'info, parce qu'effectivement vous avez cette fenêtre de tir pour être encore plus sharp et pour gagner du temps quand vous êtes sur le rendez-vous de découverte et pour qu'ensuite derrière vous avez encore plus de place pour comprendre la situation de votre prospect. Parce que si vous arrêtez en surface, votre prospect vous dit effectivement il y a des leviers d'optimisation. Et vous dites juste, ah ok d'accord, bon, pour lui tout va bien. Non, ok, il y a des leviers d'optimisation, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par levier d'optimisation? Quand vous paraphrasez, quand vous faites ce qu'on appelle du mirroring, de reprendre ce que votre prospect a dit, c'est là où vous diguez vraiment. Le cliché un petit peu du 5 pourquoi. En mode, ouais, bah, pas trop envie de changer, bah pourquoi? Ouais, non, bah pourquoi? Et tu peux limite poser 5 pourquoi derrière face à ton prospect. C'est un cliché, mais pour le coup, c'est vrai. Combien de commerciaux aujourd'hui s'arrêtent à uniquement ce que le prospect dit et va pas au bout des choses? Donc là, ce que tu disais tout à l'heure, Jules, sur c'est quoi un petit peu vos conseils? C'est essayer de gagner le plus de temps possible sur les premiers échanges que vous avez avec vos prospects pour qu'ensuite, à la fin, sur votre phase de closing, ce soit une suite logique. Vous avez tellement d'informations qu'en fait, là, aujourd'hui, dans la tête du prospect, c'est même plus une supposition, c'est même plus une hypothèse de vous dire oui, c'est concret en fait, c'est une suite logique. Ouais. Et j'irai ajouter, alors parce que vous avez pas mal effectivement parlé de ces éléments-là, d'aller creuser et ainsi de suite sur les problématiques. Il y a un truc tout con et qui ralentit absolument tous les cycles de vente et que vous pouvez éviter, et ça que vous ayez 40 ans de sales ou que vous veniez de démarrer, c'est
la logistique, c'est-à-dire la logistique minimale d'un deal et backer cette logistique-là. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir forcément la bouger, mais au moins elle est backée. Donc, 3 logistiques. Logistique budgétaire. Est-ce qu'il y a un budget? Parce que sans ça, de toute manière, ça va être compliqué et ça n'a aucun intérêt de faire passer le deal. Et du coup, on a des cycles derrière qui sont à rallonge parce que cet élément-là n'a jamais été backé. Deuxième logistique, c'est la logistique décisionnelle. C'est-à-dire, est-ce que je me suis assuré qu'il n'y avait pas d'autres personnes dans la boucle? Parce que si je vais faire mon R2 et que je vais encore une fois pitcher à la même personne, mais qu'il n'y aura toujours pas le décideur, vous pouvez être sûr que vous allez faire un R3, puis un R4, puis un R5, et qu'à la fin, il y a quelqu'un qui va se balader avec des petits dossiers sous le bras dans la boîte avec votre propale et qui vont jamais la montrer. Vous aurez jamais l'occasion de le montrer. Et le troisième logistique, c'est la logistique de timing, c'est-à-dire est-ce que c'est un timing pour maintenant ou pour dans 6 mois, auquel cas ne démarrez pas et ne faites pas arrêtez de perdre du temps en fait à pitcher des trucs qui n'ont pas d'intérêt. Parce que la réalité, c'est que vous pouvez pitcher s'il n'y a pas de budget, de décisionnaire et de timing, votre cycle de vente, il va durer 200 ans. Et dans la logistique de timing, il y a aussi, est-ce que les personnes ont le temps d'implémenter votre solution si jamais votre solution prend du temps? Ça, on n'y pense jamais. Mais en fait, vous allez vous retrouver avec quoi? Vous ne l'avez pas backé. Et donc, 2 heures après, à la toute fin, ouais, mais attends, donc vous, ça prend combien de temps? 10 heures. Ah ouais, mais non, mais nous, on est déjà... oula, je vois pas comment on va pouvoir intégrer ça dans la boîte, et ainsi de suite. Et donc là, vous allez devoir dealer avec de la logistique. Et tout ce closing que moi, j'appelle logistique, c'est un closing qui ne demande pas de compétences, mais qui demande simplement d'essayer de backer en fait, au mieux, voilà, de poser la question, d'essayer de comprendre, d'essayer de mapper, d'avoir une structure, d'avoir une rigueur. Vous ne pourrez pas tout maîtriser en tant que sales, ça c'est sûr. Par contre, vous devez à minima avoir toutes les informations et essayer de voir comment vous allez pouvoir influencer ces différents éléments logistiques. Derrière, si la personne elle vous dit « j'ai pas de budget, j'ai pas de temps » par exemple, pour implémenter, vous n'allez pas pouvoir objectivement rajouter du temps et faire en sorte qu'il ait une journée de 30 heures au lieu d'une journée de 24 heures. Par contre, vous allez peut-être pouvoir faire en sorte de changer la perception que lui a de son temps. Donc de se dire, aujourd'hui, peut-être que tu fais des choses que tu pourrais mieux faire. Donc l'idée, c'est pas de te rajouter du temps, mais c'est de prendre le temps que tu passes déjà sur ce que tu fais X, Y, Z, et que nous, on améliore la qualité de ce temps passé-là. Vous ne venez pas de rajouter du temps à la personne, mais vous avez traité cette objection logistique. Sur du budget, vous n'allez pas rajouter de l'oseille sur son compte. Par contre, vous allez peut-être pouvoir changer la perception des priorités. Peut-être qu'il peut prendre du budget d'ailleurs pour pouvoir l'allouer sur votre solution. Et auquel cas, encore une fois, ça va vous permettre de faire avancer votre deal au fur et à mesure et ainsi de suite. Et donc de prévenir aussi ces objections-là et de ne pas avoir à les traiter à la toute fin, ce qui fait que vous avez des calls à rallonge, que ça dure 3 plombes et que la personne elle est sur la défensive parce que vous êtes à la fin du call. Prévenez-le dès la découverte. Et c'est pour ça que la phase de découverte est de loin une des phases les plus importantes dans un processus de vente. Tu passes du R0, R1, R2, R3, RKO, comme dirait Randy Orton. Randy Orton. The Viper. Ah, WWE. T'as mis 3 W et j'aime beaucoup ça. Je sais, c'est le Worldwide. C'est sur Internet. C'est sur Internet maintenant. C'est le World Wide World SmackDown. SmackDown. Juste, ouais. Jules, en vrai, avant qu'on clôt, parce que tu as dit un truc qui m'a fait tilt. Moi, je trouve aussi que pour réduire les cycles de vente, etc., il faut aussi se rendre compte qu'il y a des questions qui servent à rien dans les découvertes. Il y a des questions qui sont que tout le monde pose, c'est quoi votre... Moi, je parle surtout du B2B un peu corporate classique. C'est quoi votre contexte? Enfin, tu sais, des trucs qui n'apportent strictement rien. Moi, quand j'arrive en coaching, je leur dis toujours, les questions que tu poses en découverte, elles doivent avoir 2 utilités. Soit elles augmentent ton score d'autorité, de confiance, soit elles viennent créer du lien avec le prospect. Et genre, si tes questions, elles ne viennent pas renforcer ces 2 aspects-là, ciao en fait, c'est qu'elle t'apporte rien à ton prospect. Au même titre, moi j'ai toujours le score de température du prospect. Est-ce que la question que tu viens de lui poser, elle l'a rapproché du fait de conscientiser le problème, du fait de venir avec toi? Et c'est comme ça qu'on va analyser si nos questions en phase de découverte, elles sont pertinentes ou pas. Parce que juste te dire, alors qu'est-ce qui a fait que tu es sur ce call aujourd'hui, Jean-Brian?
Et toi, Loana, c'était la petite dédicace parce que elle nous regarde de On là-haut. l'embrasse. Là où elle est. On l'embrasse. Bref, Chapeau pour dire, l'artiste. arrêtez de poser des questions qui n'ont aucun intérêt, qui ne font pas avancer le prospect dans son cheminement de pensée et qui ne viennent pas vous permettre de le rapprocher de la vision de vous et lui ensemble en tant que partenaire. Merci. C'est beau. On espère que vous avez pu récupérer un max de valeur là sur ce petit plat. Ouais, c'était On bien va ça. passer au dessert et on va se faire une petite mise en pratique. C'est parti pour le dessert de poivre et sage. Petite mise en pratique, on va faire un roleplay en live. Parce que tout le temps, oui, mais bon, vous êtes bon pour donner des conseils et tutti quanti. Mais derrière, qu'est-ce que ça donne en vrai? Qu'est-ce que ça donne en live? Qu'est-ce que vous faites? Juste, tu vas arrêter de disparaître à chaque fois de l'écran. J'ai fait un arrêt au stand, fallait changer les pneus. Non, mais donc on va Allez, faire un petit roleplay. Qu'est-ce qui vous tente, les gars? Un roleplay call, un roleplay objection. Mais voilà, vous savez quoi? Cette fois-ci, le dessert, il est au choix. Petit dessert, on a 2 desserts du jour. Qu'est-ce qui vous Ah, moi, tente le plus? je serais plus sur la mousse au chocolat / col parce que forcément, Ok. pétence là-dessus. Mais Ok. si Jed veut le prendre, je prends l'objection, il y a aucun problème. Non, mais moi je suis chaud de jouer le prospect, je le fais jamais. De Eh jouer ben, le Gus, prospect de. en call. Ouais, ouais, cold call ou découverte, ce que vous voulez. Gus, Juste, tu vas passer. on se met- on fait Akiro, on fait un autre truc précis pour des gens, j'en sais rien. Je sais pas, je laisse Nico Sialagas nous partager son point de vue. Nico Saliagas, Salut Thomas les Tognon. loups. Allô les Euh, loulous. Eh ben, La écoute, famille. non mais on va partir là-dessus. Jed, tu vas faire le prospect. Gus, tu vas Ouais. faire le cold caller. Et tu vas appeler pour Akiro. Donc tu vends de la prospection téléphonique. Comme ça au moins c'est très bien. On connaît cette partie-là. Et Jed, je te laisse le champ libre sur les objections que tu vas partager à Gus. On est parti. Et si on pouvait avoir une ambiance tamisée sur le plateau de The Voice, c'est parti. Voice, les loups, la famille, les amis. On est Allô les parti. loulous aujourd'hui. Alors, moi, Tu dans me ce donnes une roleplay, boîte ou pas? ce que je vais faire, c'est que je vais faire la sonnerie. Ok. Ok. Je suis le téléphone. Juste, Gus, je suis directeur commercial d'un SaaS, qui fait quoi? D'un SaaS tech qui permet aux entreprises Qui vend des d'évaluer, beignets sur la plage. C'est le mec. des chouchous, des chouchous. C'est une lanceuse automatique de Je suis- chouchous. je suis le Tu mets un premier euro, ça lance des chouchous. avoir digitalisé la vente de En vrai, loup beignet concept, sur la plage. Non, mais Gus, je suis directeur commercial d'une startup dans laquelle tu as vu sur LinkedIn qu'il y avait déjà 5-6 commerciaux. Et notre boulot, c'est d'aider les entreprises à améliorer leur visibilité en ligne avec les notes Google, les réponses aux avis clients, tout ça. Ouais. Ok. Ça vous va? Ça te va? C'est bon? Ouais, moi tout est bon. Allez. Je fais la C'est son sonnerie. rôle, mec. On est parti. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Judge Day? Judge Day? Judge Day, Judge Day. Allez, Judge let's go. Day. Ah, allez, sonnerie. Ring, ring. Ring, ring. Allô? Allô, Jed? Oui, bonjour. Ouais, bonjour, c'est Augustin l'appareil de chez Akiro. Je sais pas si vous me remettez ou peut-être le nom de la structure. Non, je suis désolé, je vous Non. remets pas du tout. Non, il n'y a aucun problème, c'est pas grave, ça faisait un petit moment. Rapidement, je vous passe un petit coup de fil. Je vous avais identifié en tant que directeur commercial chez Tartampion, anciennement chez Mirabel. Hélas, depuis 6 mois chez Tartampion, c'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. Génial, ok, trop cool. Moi de mon côté justement, on s'occupe d'apporter des rendez-vous directement dans l'agenda, notamment pour soulager les équipes commerciales. Et j'ai vu que de votre côté, j'ai fait mes devoirs, hein, vous doutez bien. Et j'ai vu que de votre côté, vous aviez 5 commerciaux là en interne chez Tartampion. Et mais je me demandais là aujourd'hui concrètement comment vous êtes organisé, comment vous faites pour aller choper justement des nouveaux leads, comment vous développez le nouveau business. Alors, je sais pas si je peux tout vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on bénéficie du bouche à oreille beaucoup. Et, Ok. et on a déjà acheté des leads, je sais pas si c'est ce que vous vendez, mais on a déjà acheté des leads par le passé à des boîtes et c'était pas très très concluant, quoi. Ok, pas traité concluant, c'est-à-dire c'est dans la qualité du lead ou dans la quantité plutôt? Ouais, un peu des deux, ceux qui daignaient venir, parce qu'on avait énormément de no-show, ceux qui daignaient venir, c'était pas ultra qualifié, ils avaient souvent pas le budget, ils étaient un peu à côté de la cible. Donc je me souviens qu'on avait lancé 6 000 € un peu en l'air
pour pas mal de listes, quoi, de la data. D'accord, donc purement de la data, là, il n'y avait pas de rendez-vous. On vous donne les leads et c'est à vous de les recontacter derrière. Ouais, c'est ça exactement. Ok, bon. Nous, c'est vrai que sur cette partie-là, on accompagne beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec le bouche à oreille parce que pour le coup, le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Le problème, justement, c'est que c'est difficile de le contrôler et de le maîtriser. Il y a des mois, on va justement avoir 15 nouveaux clients, des mois, on n'en aura pas du tout. Donc, l'avantage aussi, effectivement, de la prospection téléphonique, c'est là où nous, on est experts, c'est de pouvoir justement aller contrôler le flot de leads qui va arriver. Et moi, quand je parle de lead, je préfère parler de rendez-vous directement qualifié dans l'agenda. Ce qui fait qu'en fait, vous, de votre côté, il n'y a plus aucune action de votre part si vous devez les recontacter. En fait, vous ouvrez votre agenda. Vous savez que c'est un lead qui est qualifié parce que vous avez rempli un cahier des charges pour qu'on puisse vraiment vous apporter un prospect qui fait partie de votre cible. Et donc, vous vous concentrez uniquement sur la découverte pour apprendre à connaître vos prospects. Là, typiquement, Ouais. j'ai mon agenda sous les yeux. Est-ce que vous seriez contre qu'on s'en parle une quinzaine de minutes en fin de semaine pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble? Non, non, je serais pas contre, mais j'aurais besoin d'un petit mail parce que concrètement, vous promettez combien de rendez-vous et ça coûte combien, quoi? Alors moi je promets rien pour le coup. Déjà l'idée c'est de savoir la bande passante de rendez-vous que vous pouvez avoir de votre côté. Et l'idée surtout de mon côté c'est de savoir concrètement aujourd'hui qui fait partie de votre cible. Parce que vous comprenez bien qu'entreprendre un rendez-vous avec un ou une, je suis pas machiste hein, bien sûr, pas macho bien sûr, mais un ou une secrétaire et entre un CTO ou un CMO, c'est un peu plus compliqué dans un second temps. Donc moi ce que je vous propose, et pour le coup le mail avec grand plaisir, mais malheureusement je pourrais pas poser toutes mes questions pour qu'on puisse faire connaissance, c'est qu'on se prenne 10 minutes justement pour que je puisse apprendre à vous connaître. Et comme ça, à l'issue, je pourrais vous dire effectivement si on peut avancer ensemble. Allez, c'est bon pour moi. C'est quoi vos Ouais. dispos? Allez, Alors, c'est bon, typiquement, c'est bon, c'est bon, on, c'est a- bon là, c'est bon, c'est bon. on C'est bon. arrête là. Ouais, on arrête là. C'est moi le téléphone, c'est moi qui raccroche. Voilà. Ok. Ah, C'est un téléphone du sud, hein. C'est un téléphone un peu sanguin, mais. Un peu un peu fatigué. olé. T'imagines En vrai, Comme t'as plus. soyez indulgents, c'était de la pure impro là. Hein. Soyez indulgents. Eh ben, c'était très bien. C'est bien. C'était très bien, très bien. Je pense que t'as un boulevard dans le col-col, hein. Tu devrais presque en Tu sais faire ton quoi? métier. Tu ferais un super petit jeune dans le cold call. Mais tu sais quoi? Ah, Tu m'as presque donné envie de te prendre en stage, mon bonhomme. Hein? allez, hein. Est-ce que Et ça te celle-là, ferait celle-là, plaisir? c'est pour moi. Hein? Celle-là, c'est pour moi, je te régale. Allez. Et j'irai t'amener, on ira manger une glace après, si tu veux. Waouh. Ok? Et tu sais, et tu Bon sais bordel. quoi? Tu vas aussi faire mon café parce que je te fais confiance. Et vu que je te fais confiance, je vais te confier mon café. Voilà. Ah, t'es un grand bonhomme. Allez, tiens, un téléphone. Et un double expresso pour la 12. Je t'embrasse. Exactement, merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Comment tu t'es C'est à toi senti de me déjà, dire, Gus? là. Moi, j'aime bien avoir le ressenti quand même déjà de l'auto-évaluation de. Bah, du cerveau. l'auto-évaluation, c'est que ouais, c'est que la pré-qualif, elle est pas assez poussée. Là, pour le coup, je savais pas si pour le bien de l'épisode, il fallait que je raccourcisse. Moi, ce que je recommande toujours, c'est poser plus de questions et arriver. Il faut réussir à quantifier un petit peu ce que le prospect veut en face. Là, j'ai été très vite et j'ai vite switché sur le rendez-vous. Donc j'avais encore la place pour poser 2-3 questions. En plus, Jed, si effectivement il dit envoyez-moi un mail, en fait là c'est un red flag parce que s'il me dit envoyez-moi un mail, s'il me dit envoyez-moi un mail, c'est qu'il n'est pas tant que ça convaincu. Et quand j'ai répondu à ces arguments derrière et que j'ai proposé le rendez-vous, je pense que j'aurais quand même dû apporter un ou deux arguments supplémentaires par rapport à son contexte, bien sûr. Moi, ce que je recommande toujours, c'est de voir le call sur une première partie où on va accrocher le prospect pour avoir son attention. Ensuite, on va rapidement attiser sa curiosité avec la proposition de valeur de. C'est ce que j'ai fait en disant bah nous, on vient soulager vos équipes commerciales. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient 5 petites notes de personnalisation. Et ensuite, c'est d'ouvrir sur une question, ce que j'appelle la question d'ouverture, la question de son contexte, lui faire comprendre qu'effectivement, je m'intéressais à lui et en fonction de ce qu'il va me dire, c'est là où je propose le rendez-vous. Et du coup, c'est là où quand il m'a dit effectivement bouche à oreille, candidat pas qualifié, c'est là où la proposition de valeur que j'ai fait derrière, c'est par rapport à ce qu'il m'a dit. Et là, moi, c'est ce que je recommande tout le temps quand vous faites du call-call, c'est de vraiment partager votre proposition de valeur qui va être générique, entre guillemets, et ensuite, par rapport à la question d'ouverture, vous envoyez des bénéfices qui sont personnalisés par rapport à ce qu'il vient de vous dire. Ça demande de l'agilité et de la gymnastique, il faut être souple dans tous les sens du terme, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc moi, pour te faire un retour, j'ai bien aimé le lien que tu as créé. Je trouve ça bien quand on rentre pas directement là, toujours dans le pitch et qu'on vient bazarder tout le truc où la personne est là, wow, attendez, qu'est-ce que vous me racontez? Donc là, le petit chit-chat au début, enfin, pareil, chit-chat, j'aime pas parce que ça veut dire quelque chose sans intérêt, mais j'aime bien, ça crée une première connexion. Quand il t'a dit, on a déjà acheté des leads, c'est cool que tu aies creusé et c'est cool que tu aies creusé sur la problématique. Ah ben, qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que c'était plutôt ça ou plutôt ça? Moi, ce que j'aime bien faire aussi, alors,
je suis pas expert call et c'est pas du tout là-dessus moi que je me positionne. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la vente après. Pour autant, il y a des choses que j'aime bien faire. C'est quand j'ai une objection, venir la rattacher à mon intérêt personnel. C'est-à-dire, ah ben on a acheté des leads à l'époque. Ah ben génial. Qu'est-ce que vous recherchiez justement en achetant des leads à l'époque? S'il a acheté des leads, ça veut dire qu'il recherchait à développer son acquisition, donc ses rendez-vous. Ou alors, bah, peut-être dire, ah, bah, si vous avez acheté des leads, c'est peut-être que vous recherchez, j'imagine, hein, à remplir un peu plus l'agenda. Qu'est-ce que ça avait donné concrètement? Et donc, finalement, c'est l'objection, mais où lui, il se met une balle dans le pied parce que s'il a eu ça par le passé, ça veut dire que le bénéfice de ta solution répond à 200% à ce que lui a recherché par le passé. Donc ça, il y a un pont qui peut être intéressant. Et après, le mail, pareil. Là, c'est bien, bah, toujours un peu beauté en touche, mais en étant direct, sans non plus endormir le truc à chaque fois. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est pour le mail, bah, c'est tout simplement dire, bah, écoute, moi je peux tout à fait envoyer un mail. En réalité, actuellement, je ne sais pas encore si je peux vous aider. Ça dépend du nombre de personnes que vous avez, ça dépend du nombre de la bande passante, du nombre de rendez-vous que vous allez avoir besoin. Ce sera peut-être plus simple, moi, pour que je puisse me positionner déjà sur le fait de pouvoir vous aider ou pas, qu'on voit ça ensemble, disons, la semaine C'est un prochaine, peu ça que tu as dit, Gus. 15 Moi, je l'ai minutes. senti comme ça un peu. Ouais, C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais. 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 Et ce côté-là d'aller creuser en fait concrètement. Mais le seul point que t'as pas dit et que j'aime bien faire, c'est moi aujourd'hui, je sais pas si je peux vous aider. Ouais. En réalité, Ouais, et les gens ils sont en mode push and pull, tu vois, là où tout le monde est là, mais si, mais nous on a le meilleur truc, etc. Moi aujourd'hui, avec les informations que j'ai, je sais pas. Et donc C'est dans un dans le mail, il y a de silence. grandes chances que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Par contre, si on se prend 10-15 minutes, moi ça va me donner beaucoup plus de visibilité. Je pourrais peut-être vous apporter quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà un Mais peu il a sur le raison, retour. La fra- pour ton feedback, j'ai rien à vous promettre. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Tu sais, je lui ai dit, vous Oui. promettez combien de Ah oui, vous rendez-vous? prenez combien, Ça- ouais. Et moi, j'ai fait exprès de lui dire, ah, putain, t'es attente de résultats, tout ça. J'ai rien à vous promettre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais. bien aimé, moi, ce côté recul détaché. Et il faut que je Moi, comprenne ton contexte avant de te proposer plus. Bon, en fait, après, sur cette la partie-là, ce qui fonctionne dynamique, bien, c'est. c'était bon, hein. Après ça, de toute façon, Ouais. on n'est plus à savoir si tu as la bonne dynamique, la bonne intonation en call, tout ça, c'était très bien. Voilà. Moi, ce que j'aime bien montrer avec l'exercice, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même quelqu'un qui fait du call pendant 20 ans, et surtout ceux qui font du call depuis 20 ans, ils ont encore ils ont encore des leviers d'optimisation, mais on prend n'importe quel appel de n'importe quel commercial, tu peux toujours aller chercher des leviers d'optimisation dans son call. Ah oui. Aucun call n'est parfait, et c'est pour ça que tous les jours avec les gars, il y a des moments, je prends des gars qui prennent 3, 4, 5 rendez-vous par jour sur des rendez-vous ultra qualifiés, parce qu'il y a un budget, il y a un décisionnaire, il y a une temporalité, bref, je vous fais pas de dessin. Et même dans ce genre d'appel, on peut toujours aller chercher des petits mots noirs, des petites phrases qu'on a envoyées. Pourquoi? C'est parce que, étant donné que le call, ça reste quand même énormément d'impro, à certains moments, bah, il y a des petits mots noirs, il y a des petites phrases qu'on envoie qu'on n'aurait pas dû envoyer, ou des questions qu'on a oublié de poser, ou des phases une question qu'on a manqué, qu'on a manqué d'envoyer. Et c'est pour ça que faire cet exercice de toujours se réécouter ou de réécouter vos gars, si vous êtes commercial, vous vous réécoutez tout seul, ou si vous êtes directeur commercial, de réécouter ces appels avec votre équipe, c'est priceless, sincèrement, et c'est des mines d'or derrière pour pouvoir adapter sur les prochaines semaines. Il parle portugais. Voilà. Non, priceless, c'est du Java, c'est du Pri- javanais. Priceless. C'est Est-ce qu'on où le... est-ce que tu avais c'est où un le point, est-ce que tu avais un point Jed à rajouter ou est-ce que Non, passe, non, on passe au moment préféré, celui que vous attendez tous, le tour de poivre de la semaine, entrée, plat, dessert, l'addition qui va prendre tarif cette semaine. C'est parti, Jed. Je sais que tu as un tour de poivre à foutre. J'ai un tour de poivre épicé qui est dirigé envers les directeurs commerciaux, les dirigeants qui se servent des formations en entreprise. Je vais parler des formations sales parce que c'est ce que je connais, mais j'imagine que c'est un peu la même tambouille pour tout le reste. Qui se servent des formations que des gars comme moi, comme Gus, viennent prodiguer, comme un peu une bonne excuse d'animer la galerie, de dire regardez, je vous ai mis quelque chose en place, et en réalité derrière, ça passe à la trappe. Alors nous, on peut faire tout le travail qu'on veut de tenez, je vous donne de la doc, je vous donne des KPI, je vous donne des tableaux à mettre en place pour animer vos sessions de prospection par exemple.
Et quand là, j'ai assuré un suivi il n'y a pas longtemps dans une boîte dont je tairai le nom, 3 mois plus tard, après leur avoir fait une première session de cold call qui s'est super bien passée, ils ont kiffé. J'arrive, je dis c'est quand la dernière fois que vous avez prospecté? On me répond, bah c'était avec toi il y a 3 mois. Donc à un moment donné, arrêtez de croire à la magie des formations en entreprise pour tout changer. La formation, elle est là pour créer ce que j'appelle moi un déclic, une prise de conscience. Et derrière, je vois trop de directeurs commerciaux qui se cachent et qui disent non mais attends, oh, on a mis du budget sur eux, maintenant c'est à eux de se débrouiller. Non, arrêtez de cacher vos responsabilités. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait germer cette petite graine au sein des équipes, bah, c'est au team de management de faire leur boulot et de les mettre en action et de les mettre en mouvement et même derrière de venir corriger le tir si besoin et actionner. Donc la formation en entreprise, beaucoup s'en moquent. Il y en a qui font ça que grâce à l'argent de l'État, OPCO, formation, XYZ. Euh, Arrêtez de jouer avec ces enveloppes-là si vous ne faites pas le taf nécessaire derrière. Auquel cas, c'est que de la poudre aux yeux et du bullshit. Ça, ça arrose, ça arrose C'est aujourd'hui, honnête? hein. Non, c'est honnête, non? Non, alors c'est honnête et par rapport à ça, moi déjà à partir du moment où c'est un directeur commercial qui parle d'animation commerciale parce qu'il a du budget, déjà tu vois tout de suite que son positionnement c'est limite tu vas te prendre pour un mec qui a le BAFA et qui veut faire une activité pour ses commerciaux. Donc moi sur la phase de Ouais. cadrage justement sur les rendez-vous, j'aime bien le dire, moi pour le coup c'est un vrai travail d'équipe. C'est j'aurais beau partager toutes les bonnes pratiques du monde, venir créer une émulation auprès de vos gars, ce qui va vraiment faire le taf derrière, c'est tout le suivi que vous allez pouvoir apporter, que je vais aussi faire de mon côté forcément parce que le déclic faut qu'il puisse aussi venir de ma part, mais c'est tout le taf de suivi que vous faites avec vos gars derrière pour savoir si tout ce qu'on leur a partagé, sachant que 100% de ce que je vais leur partager, il pourra pas être mis en application, c'est évident, parce que ça c'est pas possible, hein. Même si tu partages 7 heures de contenu, si sur les 7 heures il y a 3 heures ou 4 heures qui est assimilé, c'est vraiment bien. Mais en fait, c'est tout le taf de votre côté de suivi sur est-ce qu'ils le mettent en place dans son quotidien, est-ce que quand je réécoute leur call, ils mettent en place que Gus ou ce que Jed il a partagé dans le script, etc. Est-ce que sur Et on l'organisation dans l'a la fait, globalité, c'est le et même on l'a état? fait, Jules, avec Gus, on l'a fait. Gus, il avait un coaching qui n'était Ouais. pas prévu en vrai dans une boîte. Il était de passage à Lyon, il a profité pour aller les voir. Il m'a dit, Jed, t'es chaud de venir et tout, etc. Et c'était du rappel. Tu sais, c'était de, comment dire, c'était, ah ok, vous aviez vu ça la première fois, venez, on consolide les bases. Parce que si tu as cette... Et il y a plein de coachs qui font... Alors moi, j'ai un format où j'essaye de venir en plusieurs étapes. Il y en a, ils viennent, ça fait one man show et ils rentrent chez eux. Mm. Et ça fait plaisir à toutes les parties. Mais Et en vrai, encore. quid, Non mais il y a des gens pas drôles. vous êtes dans non mais vous êtes dans la formation, c'est-à-dire que en gros, la satisfaction de la formation, c'est même pas est-ce qu'ils ont appliqué ou pas, c'est à la fin de la journée, est-ce que tout le monde est content? Le directeur commercial Ouais, a dit c'est stylé, les gens ont dit c'est content, peu importe les résultats. Nous, ce qu'on a eu, c'est dans de l'accompagnement où là, tu es avec les gens pendant 6 mois et qu'ils sont là, bah oui, mais 6 mois, bah, pourquoi? Je comprends pas, on n'a pas de résultats, etc. Et là, eux, comme ils sont dans de l'accompagnement, ils attendent des résultats. La formation, comme son nom l'indique, tu viens pour former, dispenser un savoir derrière qu'ils l'utilisent ou qu'ils l'utilisent pas. L'accompagnement, même quand tu cours avec un bâton derrière les gens, mais quand ils mettent pas les choses en place et qu'ils n'ont pas de résultats, ben, tout le monde va je être peux pas. déçu. Nous, on va être déçus. Eux vont être déçus. Est-ce que c'est leur faute? Très certainement. Est-ce que c'est la nôtre? Très certainement, parce que un des métiers de l'accompagnement, c'est aussi la comptabilité et que les gens mettent les choses en place. Mais parfois, tu peux pas sauver quelqu'un qui a décidé de s'abandonner, malheureusement. Et ça arrive souvent. Ça arrive Je vais souvent et c'est je vais la relou reprendre parce que cette tu te phrase. retrouves avec des insatisfactions et des trucs qui sont pas dus en fait à ce que tu fais, à ton métier, mais simplement à un souci, ben, encore une fois, logistique de la personne qui n'a pas mis les choses en place, quoi. Il y avait un truc qui m'avait fait péter un câble une fois. Alors péter un câble, j'exagère, je fais mon Marseillais, hein. Tu es pas bon, tu es nul. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'advisory, vous avez un. Alors, je pense pas que je divulgue quelque chose, hein, mais vous avez une session Q&A toutes les semaines. Ouais, bah Jules. voilà, c'était un secret de Quoi? Polichinelle. C'est le truc qu'on De arrive à garder caché depuis 6 ans, ok? Et d'un Ouais. coup, toi, tu le divulgues comme ça en direct. Il Alors, garde la Q&A cachée, mais il y a des mecs qui s'infiltrent sur les groupes WhatsApp. Mais toi, Voilà. je sais. Alors, je sais pas qui est ce monsieur Ichinel. Tu t'embrasseras ce Paul de ma part. Mais en tout cas, sache il est que. polonais. Polish. Il est polonais? Ok, bah Paul, je t'embrasse, monsieur Ichinel. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines, il y a une session Q&A. Donc en fait, pendant 1 heure, vous avez un fondateur, donc Benoît, Jules Christian aussi parfois, je pense. Non, Et vous c'est pouvez lui Benoît ou poser. moi là sur. Non,
Ok, bah Benoît ou Jules, et j'avais vu un message Slack passer à un moment donné où en fait il y avait personne, et donc du coup il y avait personne qui était venu poser des questions. Et moi à l'époque où effectivement j'avais pris l'advisory de Scalesia, ça me semblait lunaire qu'on mette à disposition en face de nous un entrepreneur qui accompagne tous les jours des entreprises et qu'on soit pas là à lui poser des questions, ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes. Et c'est là où en fait tu te dis, ok, t'es prêt à payer 10, 15, 20 000 balles un accompagnement et derrière t'es même pas capable de te pointer 15-20 minutes pour Moi, poser des questions sur ton business. ça me tue parce que dès que j'achète un truc, Hmm. que ce soit une formation ou Je peu les importe, sors. Je le veux premier l'essorer. truc que j'ai envie de faire, c'est d'être sur Ouais. tous les appels et même les appels où j'ai rien à tirer, tu vois. Même quitte à ce que je fasse autre chose en parallèle ou quoi que ce soit, tu vois. pour voir. J'ai qu'une envie, c'est de l'essayer. J'achète des nouvelles pompes, j'ai envie de les enfiler. Enfin, tu vois, j'ai envie Ouais. d'utiliser ce pourquoi j'ai payé. Mais c'est pareil, hein, les salles de sport, les machins, les trucs, les gens ils arrivent, plein d'entrain, plein de déter, et en fait, dès que ça demande un petit peu d'effort, dès qu'il faut venir, dès qu'il faut passer du temps, ben, dès que l'euphorie est redescendue, ah bah là, il y a toutes les excuses du monde pour pas mettre les choses en place. Et donc là, c'est pour ça. C'est là où on en parlera dans un prochain Poivre et Sales, mais effectivement, le pic de dopamine que vient t'amener et d'euphorie et de frénésie que vient t'amener une formation le jour du formateur, est-ce que déjà le lendemain, ils sont pas déjà revenus à leur quotidien et finalement tout le monde s'en fout, on a oublié la moitié du truc, c'est pas grave, c'était cool. L'autre, bah, j'ai fait une animation pour mon équipe commerciale, donc c'est bon, ça, c'est fait pour le trimestre. Les sales, oui, bon bah voilà, on a fait une formation, j'ai rencontré Jed, j'ai rencontré Gus, c'était génial. Et puis derrière, on s'en fout. Si, je pourrais dire que j'ai été formé au cold call, c'est bien. C'est comme les certificats de closing, ça, ou les certificats de je ne sais quoi qui veulent absolument rien dire. Voilà, ça vaut rien. Bref, c'était le tour de poivre de la semaine. C'était le 10e épisode de Poivre et Sales. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Cliquez sur la cloche. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Mettez un like, mettez un commentaire. Envoyez-nous des messages si ça vous a plu, si ça vous a déplu. On se retrouve très bientôt. Ciao. Ciao à tous.